Merci d'être au rendez-vous de votre édition de la mi-journée. À présent, les titres de ce journal. Un vote dans le calme et une forte participation, 61,8%. Voilà les premiers enseignements des élections législatives en Tunisie. Mais il faudra attendre plusieurs jours pour les résultats définitifs. Des résultats partiels sont attendus ce lundi. Le monde du sport en deuil, le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud de football a trouvé la mort hier dans une fusillade à son domicile de Johannesburg. Senzo Meyiwa, 27 ans, devient en mars dernier le portier des Bafana Bafana avec une grande réussite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je l'annonçais en titre, un vote dans le calme et une forte participation, 61,8%. Voilà les premiers enseignements des élections législatives en Tunisie. Le vote a eu lieu ce dimanche du côté du parti Ennahda comme du côté de Nida Tounes. On s'est dit optimiste, mais il faudra attendre plusieurs jours pour les résultats définitifs. Des résultats partiels sont attendus ce lundi. Les urnes sont désormais scellées. 3 ans après la Révolution, les premières élections législatives se sont déroulées dans le calme. Et avec 60% de participation, les Tunisiens n'ont pas boudé les urnes, même s'ils étaient 1 million de plus à s'être déplacés lors de l'élection de l'Assemblée constituante en 2011. Normalement, c'est un taux satisfaisant parce que ça respecte les normes internationales. Donc je crois que ces 60%, c'est très important comme taux de participation pour une démocratie qui est en train de se construire. La scène politique tunisienne semble en tout cas se bipolariser, avec les islamistes d'Ennahda d'un côté, grand vainqueur des élections de 2011, mais poussé depuis à quitter le pouvoir. Et Nida Tounes de l'autre, un parti où se retrouvent révolutionnaires et anciens caciques du régime Ben Ali, dans une alliance surprenante. Le chef de file de cette formation se veut très optimiste sur l'issue du scrutin. Nous avons des indicateurs positifs pour dire que Nida Tounes pourrait être en tête des élections. On ne peut pas parler de résultats tant qu'ils ne sont pas annoncés, mais il y a des indicateurs positifs. Ennahda appelle les autres partis à la patience tant que les chiffres sont provisoires. Un décompte préliminaire pourrait être dévoilé dès ce lundi, mais les autorités ont jusqu'à jeudi pour annoncer les résultats définitifs. Autre élection, la présidentielle brésilienne remportée par Dilma Rousseff, l'héritière du charismatique Lula. Elle va diriger le Brésil pour 4 ans supplémentaires. Elle a été réélue avec 51,62% ce dimanche face au candidat du centre droit Aécio Neves. Et ce mandat pourrait bien être celui des compromis. Réélu de justesse. Au coude à coude avec son adversaire pendant toute sa campagne, Dilma Rousseff repart pour 4 ans à la tête du Brésil et promet de mieux faire pour ce nouveau mandat. Je veux être une bien meilleure présidente que celle que j'ai été jusqu'à présent. Cette présidente est ouverte au dialogue. Et c'est le premier engagement que je prends pour mon second mandat. Le dialogue. Dilma Rousseff se dit prête à tendre la main à ses opposants, car les résultats de cette élection ont montré un Brésil coupé en deux. Le Nord, acquis à la présidente, et le Sud, qui a voté majoritairement pour le candidat de centre droit. Aécio Neves, lui, a reconnu sa défaite et a appelé sa rivale à combattre en priorité la corruption. J'ai félicité par téléphone la présidente réélue et je lui ai souhaité d'avoir du succès pour son prochain gouvernement. J'ai souligné que la plus grande des priorités doit être celle d'unir le Brésil autour d'un projet honnête et qui rend hommage à tous les Brésiliens. Aécio Neves avait fait de la corruption l'un des axes principaux de sa campagne pour attaquer son adversaire. Et seulement quelques heures avant le dernier débat télévisé entre les deux candidats, le magazine brésilien Veja lui a donné des arguments supplémentaires. Le journal affirmait que Dilma Rousseff était au courant des pots de vin touchés par des élus de son parti de la part du géant pétrolier Petrobras.
Et sur un tout autre décor, en Syrie, les combats se poursuivent, des combats tout près de la frontière turque. La Turquie est aussi accusée de bloquer l'aide aux personnes qui fuient ces conflits et les Kurdes du pays interpellent leur gouvernement. Tous ne sont pas d'origine kurde. Ils interpellent leur gouvernement accusé d'inaction. La Turquie refuse d'ouvrir la frontière, alors j'ai décidé d'interpeller les écrivains pour qu'un corridor humanitaire soit ouvert. Pas un corridor kurde ou un corridor turc, un corridor humanitaire, c'est tout. Direction la frontière où les combats font rage. Mais au premier barrage, les écrivains sont refoulés. La zone est dite dangereuse. Leur bus n'ira pas plus loin. Un prétexte pour ces jeunes femmes arrivées d'Istanbul. Ils sont en train de dire que c'est très dangereux, mais c'est pas vrai. Ils veulent juste pas que toute l'attention soit sur Kobane. Les autres véhicules, eux, ont le droit de passer. À quelques kilomètres, côté syrien, Kobane est en feu. Les frappes américaines répondent aux bombes de l'État islamique. Les mitrailleuses crépitent. L'armée turque veille. Sur les collines, les Kurdes comptent les points. Un mortier. Les combattants kurdes sont là. Je te dis, dans ce secteur, c'est les combattants kurdes, c'est pas Daesh. Ça part de tous les côtés. Les accusations qu'Ankara a toujours démenties. Quelques minutes plus tard, les soldats interviennent pour dégager la colline, trop exposée selon eux. C'est un peu n'importe quoi, il y a des gens qui sont en train de mourir de l'autre côté et nous on ne les aide pas. Le soleil se couche, les tirs redoublent, les villages frontaliers se vident. L'actualité au Nigeria avec ce nouveau rapt de Boko Haram. Une soixantaine de femmes ont été enlevées par la secte islamiste. Le cessez-le-feu annoncé en fanfare par le gouvernement et la présidence nigériane semble avoir volé en éclats. Boko Haram n'a jamais confirmé cet accord. Selon la médiation tchadienne, les islamistes s'étaient aussi engagés sur le principe à libérer les lycéens de Chibok détenus dans un lieu inconnu. Mais Boko Haram s'est livré à des attaques dans son fief du nord-est et même à de nouveaux kidnappings. Selon un témoignage d'habitants, les assaillants ont laissé la somme de 1500 naira, soit environ 7 euros, ainsi que des noix de cola dans chacune des maisons où ils ont enlevé des femmes en guise de dot. Des insurgés ont également attaqué des villages dans l'état de Borno, près de la frontière avec le Nigeria. Je l'annonçais en titre, le monde du sport en deuil. Le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud de football, Senzo Meyiwa, a trouvé la mort hier dans une fusillade à son domicile de Johannesburg. Les circonstances du drame sont encore floues. Le joueur de foot avait 27 ans. Originaire de Durban, Senzo Meyiwa était depuis quelques années un pilier du grand club Orlando Pirates, qu'il avait rejoint à l'âge de 18 ans. Il devient en mars dernier le portier des Bafana Bafana avec une grande réussite. Aucun but encaissé lors des 4 premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2015 et une première place pour l'Afrique du Sud, presque synonyme de qualification. Nous poursuivons avec l'actualité. C'est une plateforme d'échange et de débat qui a réuni 350 acteurs responsables des secteurs publics et privés des pays du bassin de l'Atlantique. La conférence Atlantique Dialogue organisée à Marrakech au Maroc par le German Marshall Fund, une institution américaine qui vise à promouvoir les relations transatlantiques. Durant 3 jours, les participants à cette rencontre ont abordé plusieurs thèmes dont les nouvelles sources d'énergie et les énergies renouvelables ainsi que les opportunités d'investissement dans ce domaine. Une façon également de promouvoir la prospérité économique dans le grand bassin de l'Atlantique. Actualité en Côte d'Ivoire pour parler du 27 octobre. Il s'agit du 27 octobre de chaque année. L'UNESCO ouvre une lucarne sur la protection du patrimoine audiovisuel dans le monde. Une journée que célèbre le pays cette année, à l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire. Le thème choisi pour cette 8e édition, archivage audiovisuel face au passage au numérique. Une journée pour célébrer la mémoire collective traduite par l'archivage audiovisuel. Le besoin est manifesté en réalité depuis 2005 par l'UNESCO, mais un problème de fond, toutefois, celui de la conservation des archives, témoignage de la vie d'une nation. Aussi,
Devrions-nous accorder un grand intérêt aux archives audiovisuelles dont la fragilité a été mise en évidence par l'UNESCO? Cette précarité est liée à la fois à des facteurs naturels comme les inondations et les incendies, mais également à des actes perpétrés par les hommes comme les pillages et les conflits. À l'occasion donc de la 8e journée mondiale du patrimoine audiovisuel, un défi en guise de thème, l'archivage audiovisuel face au passage au numérique. Une préoccupation pour la tutelle, surtout qu'au niveau national, la précarité de nos archives en matière d'audiovisuel incite à franchir le pas et mettre le pied à l'étrier. Nous allons organiser simultanément à Abidjan et à Bouaké des ateliers de réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour la restauration de notre patrimoine audiovisuel. Bouaké et Abidjan aux couleurs des archives audiovisuelles, le 27 octobre, rendez-vous annuel consacré au patrimoine audiovisuel dans le monde. Santé à présent pour parler du virus Ebola à Niafunké dans la région de Tombouctou au Mali. La vigilance est de mise. Les médias, la société civile et les services socio-sanitaires ont fait front commun. Objectif, sensibiliser en donnant le maximum d'informations aux populations afin que celles-ci connaissent les signes cliniques et les modes de transmission de la maladie. Le district sanitaire de Niafunké est composé d'une vingtaine de centres de santé communautaires. Ici, Ebola est prise plus qu'au sérieux. Les différents acteurs, personnels socio-sanitaires, médias et société civile sont tous dans une dynamique commune de sensibilisation afin que les populations sachent ce que c'est que cette maladie, ses symptômes et ses modes de prévention. Ce que nous devons faire nous autres, c'est quoi? C'est la sensibilisation. Préparer la population, ne pas dire que ce n'est pas encore arrivé. Ça peut arriver à tout moment, surtout qu'aujourd'hui nous sommes dans une globalisation. Aujourd'hui tu es aux États-Unis, le même jour tu es à Bamako, tu es à Conakry. Donc il est bon que la population soit préparée, prenne des dispositions sanitaires, c'est-à-dire la propriété surtout, et tenir compte de ce qui arrive. Ceux qui viennent, on ne sait pas qui ne vient pas avec la maladie, qui vient avec la maladie. Donc prendre des dispositions dans ce sens, préparer la population pour au cas où ça va arriver, qu'on sache à quoi s'en tenir. Les radios de proximité ont déjà commencé à relayer des messages de sensibilisation en boucle pendant toute la journée, cela en langue locale. Pour nous, Radio Isaber, il est impérieux de pouvoir donc changer nos programmes, diffuser le maximum de messages, d'information et de sensibilisation au sujet donc d'Ebola afin de continuer aussi à préserver nos auditeurs. Les mêmes dispositions sont prises au niveau des structures de santé. Nous avons aussi d'autres partenaires tels que les comités de crise. On va les inviter et parler de cette maladie-là. Et comme ça, le COTRAD peut être impliqué pour la sensibilisation, même au niveau des villages. Niafunké doit servir d'exemple aux autres localités pour que l'ensemble des communautés soient au même niveau d'information pour une riposte commune face à Ebola. Ebola toujours, le Sénégal n'est plus touché par la maladie. Sur place, une communauté d'artistes organise chaque semaine une série d'actions de sensibilisation sur le virus Ebola. Le but est de faciliter l'accès aux soins médicaux de base aux couches défavorisées. Les artistes se déplacent avec des médecins qui offrent des consultations gratuites. Des dessins et des mots pour sensibiliser sur les problèmes de santé. Ces graffeurs parlent de maladies graves, du sida, du paludisme et surtout du virus Ebola. Docta, l'un des pères du graffiti au Sénégal, anime cette activité en banlieue de Dakar depuis 5 ans. Moi, en tant que graffeur, ce que je peux faire, c'est sensibiliser par rapport aux situations. Et les situations me touchent tous les jours parce que je fais partie de la population, je subis le système, je subis ce qui se passe dans ce système. Et chaque personne a sa part de responsabilité. Il faut toujours se laver les mains avec du savon ou bien de l'eau de javel. Chez lui, Madiodio Diagne apprend des gestes simples à ses enfants pour éviter le virus Ebola. Cet enseignant leur inculque de nouvelles habitudes. Au Sénégal, vous savez, c'est culturel. Je vous salue, tant que je ne vous serre pas la main, c'est comme si je ne vous ai pas salué. Et je l'ai expliqué. Donc, si vous pouvez ne pas le faire, c'est mieux. Et c'est surtout pendant les cérémonies qu'il faudra vraiment prendre des mesures d'hygiène, puisque les gens oublient.
Pour impulser ce changement d'habitude, les médecins descendent sur le terrain. Il leur faut expliquer ce qu'est le virus Ebola, ses symptômes. Ils insistent sur les gestes d'hygiène à suivre, mais dans ces quartiers pauvres régulièrement touchés par les inondations, le message est parfois difficile à appliquer. Surtout là en banlieue, c'est encore plus difficile parce que les moyens étant très faibles, donc les gens n'ont pas forcément les moyens de s'acheter même du savon, de l'eau de javel, encore moins le gel hydroalcoolique qui permet de se prémunir. Donc il y a eu un cas il y a un mois parce que nos frontières sont poreuses. Donc voilà, et puis après ça, voilà, les gens, il faut toujours être là, comme dans la médecine, prévenir, toujours donner des messages pour sensibiliser. Même si le pays n'est plus touché par l'épidémie du virus Ebola, la vigilance est toujours de mise. À côté de ces initiatives, la Croix-Rouge locale mobilise près de 1200 volontaires pour sensibiliser dans les coins les plus reculés du pays. Voilà, c'est sur ces conseils et cette sensibilisation que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes d'Africa Télévision.